Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle interview pendant laquelle j'ai eu grand plaisir d'interviewer Grégory Lagrange, qui est, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, considéré comme le copywriter numéro un dans les pays francophones. Alors pendant un peu plus d'une heure, on a échangé sur nos techniques de copywriting. On a vu pourquoi et comment le copywriting se sert des leviers psychologiques pour la persuasion. On a également abordé le parallèle entre le copywriting et la drague et vu que finalement les deux sont intimement liés. Pourquoi les femmes aiment et préfèrent les chasseurs de mammouths aux gentils garçons. Je pense que cette anecdote va vous faire sourire. On a également abordé les grands livres à connaître et à lire si vous vous intéressez au copywriting et si vous voulez vous améliorer dans le copywriting. On a également parlé de John Carlton et de Gary Albert et du conseil que ce dernier avait donné à l'époque. Bref, plein de choses qui vont, j'imagine, vous apporter et j'espère vous apporter du vrai savoir-faire en copywriting pour vous aider à améliorer également cette partie-là. Je vous souhaite un excellent visionnage et si vous avez aimé cette interview, n'hésitez pas à commenter, liker et je vous dis à très vite pour une nouvelle interview. Yo, salut Greg, je suis ravi de pouvoir faire cette interview avec toi déjà pour commencer, parce qu'on a vu... Alors vas-y, je te laisse te présenter Greg. Merci de ton invite. Me présenter encore. C'est ça, Ah là là. le truc qui est chiant avec les interviews, c'est qu'à chaque fois, il faut se présenter. Grégory Lagrange, si tu ne me connais pas, toi, chez toi, qui c'est que je suis? Moi, je me suis accoquiné avec marketing depuis un petit moment. Les deux loustiques, là, sont plutôt cool. Ils nous aident à faire pas mal de trucs sympathiques. Je bosse sur le web depuis on est quoi, 2019, ça va faire à peu près 10 ans. Moi, j'ai commencé bien avant, en fait. Enfin, un peu avant, quelques années plus tôt, à la base, parce que je montais des soirées quand je vivais à Amsterdam, des concerts avec des visuels, des choses comme ça, de la musique électro, et je cherchais des moyens de ramener plus de monde, et c'est comme ça que je me suis intéressé aux techniques de marketing direct au début. Après, c'était l'époque de MySpace, les tout débuts de Facebook. Voilà, comment tu arrives à convaincre plus de gens de venir, comment tu le fais aussi via le web, et puis je suis tombé dans la marmite du marketing, découvert tout ce qui est technique d'influence, de persuasion pour convaincre les gens, la vente. Et puis, je me suis complètement passionné pour le truc, jusqu'à Ok. commencer au début à coacher, à faire quelques pages de vente. Et puis, j'ai monté un site qui s'appelle Lifestylers en 2013. Et principalement, maintenant, ce que je fais, c'est que j'envoie un mail par jour à ma liste pour leur montrer un petit peu différemment ce qu'on peut faire vraiment en maîtrisant le marketing, la persuasion, le copywriting notamment, pour vendre bien plus facilement. Et en parallèle de ça, j'accompagne des entrepreneurs pour les aider donc en coaching, consulting, tu appelles ça comme tu veux, pour les aider à passer des caps et à augmenter leur chiffre d'affaires. Je fais aussi le marketing de plusieurs clients qu'on a fait. Ça fait des années que je bosse avec eux. Enfin, il y en a un qui a pris sa retraite maintenant depuis quelques mois, mais principalement trois. Voilà, on est parti sur la gamme des 400, 500 000 euros de CA, et puis les faire passer progressivement 1 million, 2 millions, plus de 2 millions. Ok. Là, je me charge de tout pour eux, que ce soit créer des offres, les penser, rédiger leurs mails, leurs argumentaires de vente, déployer toute la stratégie. C'est le plus gros de ce que je fais en mode compressé. Ouais, j'imagine. J'imagine parce que du coup, effectivement, tu as un riche parcours de copywriter. Et d'ailleurs, je tiens à le rappeler pour les personnes qui vont regarder l'interview mais qui ne te connaissent pas encore. Tu es considéré un peu comme le numéro un du copywriting en France et en tout cas, ouais, voilà, Est-ce que ça, tu es d'accord avec ça en fait? Pas en Suisse, pas en francophonie. Je sais pas. Du Non, coup. j'en sais rien. Oui, considéré comme tel, ouais, peut-être. Mais je n'en sais rien, c'est pas à moi de juger. Tu vois, moi, je fais jamais appel à un autre copywriter. Pas besoin, je copyright mes trucs moi-même. C'est les retours qu'on m'a fait, en tout cas. Par rapport aux Là résultats que où tu as. je vais juger, c'est des gens qui bossent sur le web sérieusement, qui ont déjà fait appel à plusieurs copywriters, qui m'ont dit qu'il y avait une bonne différence. Après, c'est aux gens de juger. Alors, je reviens juste sur ton parcours. Alors, toi, tu t'es formé, on vient de le voir, sur le terrain. Voilà, t'as pas suivi une école, t'as pas, voilà. Et quels ont été tes réflexes? Est-ce que tu as eu des lectures? Est-ce que tu t'es penché sur des bouquins? Comment tu as fait pour apprendre au début? Bouquins, ouais, les classiques de la persuasion, finalement, les classiques du copywriting, toi, les vieux de la vieille, finalement, qui bossaient à l'époque bien avant Internet, des gens comme Gary Albert, David Ogilvy, Cables, Schwartz, Carlton,
finalement les mêmes que tout le monde, quoi. Sauf que très peu de gens s'intéressent au travail de ces gens-là, qui était pourtant finalement bien plus fascinant. Et je trouve que c'est toujours d'actualité aujourd'hui. Première raison, c'est que quand on parle de copywriting, de persuasion, d'influence, de vente, t'appelles ça comme tu veux, enfin, c'est les quatre ensemble, la psychologie de l'achat ou la psychologie sociale, tout ça se regroupe finalement. C'est des principes qui évoluent jamais. C'est la même chose. Voilà, le cerveau humain, c'est plus ou moins le même depuis la nuit des temps. Ce qui évolue, c'est juste la technologie, mais ça, bon, si tu sais convaincre, si tu sais influencer, t'adapter à la technologie, c'est pas bien difficile. Et puis, ce qui était génial à cette époque-là, c'est qu'ils bossaient bien avant Internet. Donc finalement, c'était, bon voilà, on en parlait un petit peu juste avant. C'est ce que toi t'as fait aussi beaucoup avec le marketing postal, vraiment le marketing direct à l'ancienne, le pur et dur, le vrai marketing. Si limite t'as envie d'être un peu fasciste sur la terminologie, quoi. C'est-à-dire que tu étais obligé d'être bon. Parce que quand tu envoyais un courrier postal que tu devais faire tenir en temps de caractère pour pas que ça dépasse un certain poids et que finalement le seul moyen de vendre, c'était que les gens répondent, renvoient un coupon ou envoient un chèque ou envoient un fax, à l'époque où les fax existaient déjà. Enfin bref, qui passent vraiment à l'action, ça demandait un investissement quand même énorme en termes de budget pour monter une campagne rentable. Et aujourd'hui, je suis presque emmerdé avec le web, tu vois, je suis pas si certain que ça, quand tu réfléchis bien, que ça soit une bonne chose. D'un côté, tu te retrouves avec la possibilité de trouver de l'information de partout. Tu as tout disponible en gratuit. Bon, après, voilà, se former à coup de gratuit, ça fonctionne pas parce que tu te perds dans les méandres du truc, tu sais pas ce qui marche. Assembler les pièces du puzzle, c'est un casse-tête impossible. Mais toute l'information est trouvable facilement, soit en gratuit, soit dans des formations. N'importe qui peut se lancer sur le web. Un site WordPress, tu le montres en 2 clics, même si tu connais rien en technique. Enfin, tu vois, tu n'as plus de barrière à l'entrée comme il y avait à cette époque-là. Et je suis pas sûr que ça soit une bonne chose finalement. Est-ce que toi, ça veut dire, par exemple, si je comprends bien tes propos, est-ce que ça veut dire que le mailing postal à l'ancienne, il demandait une plus grande rigueur et du coup, il laissait moins de place à l'approximation? Est-ce que c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Tu n'avais pas de place pour l'amateurisme. Et en soi, c'est pas grave, tu vois. Enfin, oui, c'est une chose géniale qu'on ait accès, et pas que pour le marketing ou le copywriting ou tout ça, à autant d'informations et que tout soit aussi simple, que ce soit pour lancer un nouveau projet, devenir entrepreneur, quel que soit le domaine finalement. Mais le problème, c'est que cette facilité-là nous oblige à être paresseux et pas à apprendre les choses qui sont finalement les bases, les fondamentaux et qui rendent tout 100 fois plus facile derrière. Toi, il y a un truc qui me fait halluciner des fois. Enfin, moi, je pète des plombs. Enfin, les gens, ils font ce qu'ils veulent, quoi. Qu'est-ce que veulent les gens qui se lancent sur le web? Ils veulent vendre plus. C'est basique, mais c'est vrai. C'est ça. Ah ouais. Et tu veux vendre plus. Et le mot vendre, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il faut que tu apprennes si tu veux vendre plus? La vente, putain. Je sais pas, je sais pas, c'est comme monter une boulangerie pour vouloir apprendre à faire du meilleur pain que le mec du village, ou je sais pas, moi, à vouloir aller sur la Lune en pensant pas à faire une fusée. Enfin, Ouais, ou vouloir faire de la baguette sans utiliser de farine, enfin, sans ouais, vouloir. voilà, on pourrait passer 2 heures à faire des métaphores complètement bancales, scabreuses, mais qui sont justes. Donc ouais, pour revenir à ta question de début, parce que je suis un peu parti en live, forcément, je change pas une équipe. En fait, tu tombes dans un trou noir, quoi, parce que c'est un sujet qui est pas forcément sexy, peut-être de prime abord, mais plus tu t'y intéresses, que ça soit via des formations, via des bouquins, et donc moi j'ai vraiment cumulé les deux, plus tu te passionnes pour le truc, ça devient une addiction, limite une obsession. D'ailleurs, ceux qui réussissent le plus sur le web, il y a une part d'obsession, faut dire la vérité là-dessus, quoi. Mais, Et Greg, pourquoi selon toi, le copywriting, c'est quelque chose qui n'est pas sexy de prime abord? Pourquoi cette bah, déjà, ça a mis des années, tu vois, avant que le terme soit connu en France. C'est relativement récent. Moi, je sais que quand je me suis spécialisé là-dessus et que j'ai commencé à en parler pas mal dans tout ce que je fais, vidéo à l'époque, mail, article, peu importe, 3/4 des entrepreneurs connaissaient même pas le terme. En France, en francophonie, c'est quand même hallucinant quand ils pensent. Et je te parle pas d'un truc qui date d'il y a 20 ans, mais encore il y a 3-4 ans de ça. Ouais, je sais pas. Bon, après, je suis pas dans les autres pays francophones, mais en France, voilà, déjà, tu as un gros problème avec le fait de vendre. Les gens ne sont pas à l'aise avec l'argent de base.
quelqu'un qui réussit est mal vu. Tu vois. Enfin, dans notre société, il y a un truc, enfin, je sais pas, il y a des biais à la con par rapport à ça. Moi, je dirais Mais qu'il y a un rapport de prostitution presque à l'argent, en fait. L'argent, c'est sale, c'est un truc, c'est comme si tu te vendais, tu vois. Enfin, ouais, les gens ont une très mauvaise image de la vente en France. Et beaucoup y associent, je sais pas, peut-être un côté manipulation. Mais ouais, enfin, le cerveau humain, surtout, il veut ce qui est facile et rapide, quel que soit le domaine. C'est normal, c'est humain, voilà, c'est la nature humaine, c'est la psychologie des gens. c'est très intéressant ce que tu dis. Ouais, dis-moi, vas-y. Donc, forcément, toi, quand tu vas t'intéresser au web au début, tu te dis, tiens, je vais monter une activité, je vais vendre des formations, je sais pas, de l'accompagnement, du coaching, ce que tu veux. Bah, ton cerveau, il va te pousser à vouloir les techniques magiques, toi, le secret, le raccourci rapide. C'est normal. On veut ça de nature. Comment tu obtiens le résultat le plus rapidement possible? Et forcément, notre cerveau, il associe ça au début, toi, quelle technique tu vas utiliser, quel système, quel autorépondeur faut que je choisisse, quel système de vente. Enfin, finalement, voilà, notre psychologie nous oblige à nous poser les mauvaises questions. Au lieu finalement de travailler les fondamentaux qui vont te permettre de tout avoir facilement derrière, comme super bien connaître ton client idéal ou apprendre à vendre, apprendre à convaincre. Enfin, au pire, si tu n'aimes pas le mot apprendre à vendre, toi, tu t'en prends un autre à la place, quoi. Apprendre à influencer, apprendre à faire ce que les gens fassent ce que tu veux, toi, dans leur intérêt à eux aussi. Parce que finalement, gagnant-gagnant. Au pire, si tu n'aimes pas le mot vendre, tu le vois comme ça. Et puis voilà, problème réglé, next. Alors, je reviens sur ce que tu viens de dire aussi. On a discuté juste avant hein, de cette interview. Tu sais, moi, j'ai eu un parcours en agence et je sais que mon patron, donc, qui était mon mentor, il était concepteur-rédacteur comme moi, donc, mais il m'a vraiment appris les techniques, les ficelles du métier, tu vois. C'était quelqu'un de très réputé dans le marketing direct et je sais que même après plusieurs années, des fois, quand je lui rendais ma copie, quand je lui rendais mon tapuscrit, il me disait, putain, mais donne-moi du bénéfice, bordel, quoi. Tu vois, le côté, même quand tu as trop le nez dedans, tu as besoin d'un regard extérieur. Mais même après toutes ces années, il y a des fois où j'oubliais de mettre du bénéfice client. Parce que cette notion de bénéfice, qu'est-ce que ça t'évoque, toi? Ça m'évoque ce qu'on veut. Ce qu'on veut dans la vie, quel que soit le niveau, qu'on parle de vendre un produit, une prestation ou n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il y a pour toi? Quel est ton intérêt? Quel est l'intérêt de la personne qui va te lire ou qui va te regarder si tu fais un webinaire, une vidéo? Enfin, les principes sont les mêmes. Hein. Copywriting, c'est vrai qu'on associe le terme au texte, à l'écrit, mais la persuasion, c'est exactement la même chose que tu sois sur scène, en vidéo, même dans une interview comme là. Le truc, c'est que on a souvent tendance à pas, là encore, c'est humain, à trop se mettre dans le truc. Voilà, tu te casses le cul à apprendre quelque chose, à créer un produit. Tu te dis, mon produit, il est trop bien, ça va vraiment aider les gens. Et tu te focalises trop là-dessus, finalement, au lieu de que tu dirais naturellement aux gens si tu devais les convaincre dans la vraie vie. Tu vois, un truc tout con dont je parle de temps en temps, c'est, je sais pas, tu discutes avec ton frère, ta sœur, un de tes potes, ta belle-mère que tu dois convaincre de je sais quoi, ta grand-mère, genre, peu importe, quelqu'un dans la vraie vie. Tu veux convaincre cette personne-là que faire telle chose serait bien pour elle. Comment tu le feras naturellement? Bah, tu vas lui démontrer. Tu vas dire, tiens, imagine si au lieu de faire ça, si tu arrêtais de faire ça, tu faisais ça à la place. Bah, tiens, ça te permettrait d'avoir ceci. Tu irais plus vite à faire ça, j'en sais rien. Enfin, toi, tout dépend de l'exemple qu'on prendrait derrière. Naturellement, tu mettrais du bénéfice. Tu ferais visualiser en quoi ça va mieux fonctionner, ce que ça va changer pour cette personne-là, etc., etc. Et naturellement, finalement, on sait convaincre quand il réfléchit. La plupart des gens savent convaincre. C'est juste que quand ils sont face à leur page de vente, le truc à rédiger ou machin, on a tendance à se focaliser peut-être un peu trop parce qu'on a mis des années à apprendre une compétence. Ça fait des mois qu'on planche ou des semaines ou ne serait-ce que des jours, mais intensivement, la tête dans notre truc. On ne prend pas le recul par rapport à ça et on ne se met pas dans la pompe des gens, dans les pompes des gens qui vont nous lire. Ouais. Les bénéfices, c'est une des plus grosses parties. Alors, c'est pas le truc, c'est pas l'unique truc qui est essentiel dans un argumentaire de vente, un pitch de vente ou voilà, quoi que ce soit pour vendre. Mais si tu n'as pas ça, si tu montres pas les bénéfices, comment les gens peuvent visualiser comment ça va les aider, comment ça va résoudre leurs problèmes, comment ça va changer leur vie, comment ça va les aider à obtenir
ce qu'ils désirent, peut-être un truc dont ils rêvent depuis longtemps. Ouais, d'accord. Alors moi, j'avais lu quelque chose de toi sur les réseaux qui rejoint ce que tu dis. Hein. Alors je le lis, c'était... Ça m'arrive d'être d'accord avec moi-même, même la semaine d'après. D'accord, on va voir ça tout de suite. Alors du coup, la phrase c'était « Ne me parle pas de ton désherbant, parle-moi de mes mauvaises herbes ». Donc ça rejoint le bénéfice. C'est pas de moi, ça. Je sais plus quelle légende du marketing, en l'occurrence. Mais c'est très juste. Qu'est-ce que les gens en ont à foutre de ton désherbant? Si tu veux vendre un désherbant, tu ne leur parles pas d'un désherbant. Qu'est-ce qui va motiver les gens à acheter un désherbant? C'est pas que tu aies un désherbant à vendre. C'est qu'il y ait des mauvaises herbes dans leur jardin, que ça leur casse que ça les irrite quelque peu. De se rendre compte que leur jardin il est pas joli, ou de passer un quart d'heure, 20 minutes chaque semaine à désherber et puis à jamais en voir le bout parce qu'à peine ils ont fini, limite ça a déjà repoussé ou il y en a 3 fois plus. Si tu leur parles de ça, voilà, pour eux ça devient une image concrète. C'est un problème qu'ils ont, ils en sont conscients, ça les saoule. Tu vas beaucoup plus facilement les amener à acheter un désherbant si tu leur parles de quelque chose. Si tu rejoins finalement la conversation qui se passe déjà dans leur tête, ce qu'il faut faire en marketing finalement. Ils ont déjà ce truc-là en tête, sauf que peut-être ils sont pas aussi conscients de ça ou ils y pensent pas assez, ou ils savent pas comment résoudre le problème. Bon, moi, pour le coup mauvaises herbes, désherbants, là, en l'occurrence, la solution elle est relativement simpliste à trouver. Mais si tu parles aux gens de ce qui se passe déjà dans leur tête, de ce qui les gonfle déjà, d'un problème qu'ils ont déjà, tu leur montres que tu les comprends déjà. Rien que de savoir montrer aux gens que tu les comprends, limite mieux que personne, voilà, tu as déjà fait la moitié de la vente. Parce que voilà, on est toujours influencé positivement par quelqu'un qui nous comprend. Rien que, je sais pas, là, pour reprendre des exemples de la vie réelle, tout con comme exemple, je sais pas, tu discutes avec un pote, c'est le seul pote qui arrive à comprendre un truc que tu fais, peut-être qui fait pas sens, ou comment tu te sens là aujourd'hui tout de suite parce que ça va pas trop. Tout de suite, le rapprochement avec cette personne-là, il est énorme. L'empathie. Voilà, l'empathie. En fait, le marketing, c'est énormément d'intelligence émotionnelle. Alors, je sais que progresser en intelligence émotionnelle, à mon sens, c'est 100 000 fois plus rentable que d'avoir un gros QI. Tu vois, le QI et le QE en anglais. Ouais, très intéressant. Alors, par ailleurs, Greg, je sais que on parle de recueillir les informations sur le client, on parle de mieux comprendre son client, etc. Et je sais que, bon, il y a des personnes qui nous regardent qui utilisent des sondages, par exemple, pour faire ça. Et je sais aussi que toi, tu es assez contre le fait de poser des questions en mode sondage aux personnes. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi tu es assez contre ça? Alors, je ne suis pas contre le faire. Je suis contre le faire de la manière dont les sondages sont utilisés 99% du temps, ou les questionnaires, tu appelles ça comme tu veux. Pourquoi? Parce que quand on est déjà, premier point, c'est que quand tu es dans une optique de répondre à un questionnaire ou à un sondage, tu n'es pas en condition d'achat. Donc souvent, tu vois, on va poser des questions où certains formateurs en marketing vont nous dire, voilà, s'il y avait une solution idéale qui existait, ce serait quoi selon toi? Combien tu serais prêt à acheter cette solution? Enfin, la question à la con. Parce que la personne va répondre n'importe quoi. Elle va beaucoup plus valoriser le truc. Elle va dire, voilà, ouais, pour moi, ça vaut 300 balles. Sauf que 2 mois plus tard ou 2 semaines plus tard, quand tu lui vends cette solution-là et qu'elle est devant ton bouton d'achat et que tu lui demandes de rentrer sa carte bleue, t'es pas du tout dans la même démarche. La personne n'est pas du tout dans la même psychologie. Toi, tu réponds à un questionnaire. Globalement, les réponses au questionnaire vont être biaisées. Généralement par les propres biais cognitifs et les propres biais psychologiques qu'on a tous finalement. On va avoir tendance à répondre dans un questionnaire ce dont on pense être la bonne réponse. Parce qu'on sait que finalement, le truc à faire, c'est ça. Que notre vrai problème, c'est ça. Mais entre savoir que notre vrai problème, c'est ceci ou cela, et finalement faire ce qu'il faut pour le régler. Combien il y a de gens qui font ça dans la vie? Moi, il y a plein de domaines. Je suis sûr que tu es pareil. Je suis sûr que toi qui nous regardes, tu es pareil. Voilà, il y a plein de choses. On sait exactement comment il faudrait qu'on résolve notre problème. Mais est-ce qu'on va le faire? Pas
forcément. Ouais, donc ça veut dire par là que tu dis que l'être humain est une créature complètement irrationnelle. On est complètement irrationnel. C'est ça qui est génial, quelque part, d'une certaine manière. C'est ça qui rend autant de choses intéressantes, que ce soit dans les discussions, dans les amitiés, après dans la persuasion. Le truc, justement, ça va être de... Et c'est pour ça que le marketing peut très vite devenir passionnant et qu'il faut aussi autant creuser dans les fondamentaux. Tu vois, on parlait tout à l'heure que le marketing, enfin surtout apprendre la vente, le copywriting, la persuasion, l'influence, ça paraît pas sexy vu de l'extérieur. Parce que c'est pas le raccourci magique, c'est pas le truc à la base. Toi, rien que le fait d'utiliser le mot vendre, apprendre à vendre, toi, ça donne pas envie. Alors que finalement, c'est passionnant parce que c'est quoi? C'est juste analyser comment les gens agissent. C'est juste de la psychologie finalement. C'est pourquoi, alors qu'on sait que le mieux pour nous, ça serait de faire X, pourquoi on va pas le faire? Ça va être pourquoi les gens font ceci ou cela dans tel ou tel contexte. Ça va être comprendre tout simplement le cerveau humain, un petit peu ses irrationalités, les biais qu'on peut avoir, les choses qui font qu'on passe à l'action ou pas, les boutons émotionnels qui font agir, réagir, qui mettent une claque aux gens, qui nous mettent une claque. Alors que des trucs plus rationnels, justement, ne vont pas être persuasifs ou ne vont pas nous faire passer à l'action. Ouais. Et à partir du moment où tu commences à mettre le doigt là-dessus, bah là, finalement, tout devient tellement plus simple parce que tu vas prendre en compte ces trucs-là. Alors, moi, ça m'évoque quelque chose un peu plus trivial, on va dire, c'est le domaine de la séduction entre un homme et une femme, par exemple. On va prendre le cas d'un homme et une femme. Tu te dis, si tu poses la question à une femme, c'est quoi pour toi l'homme idéal? Elle va te lister des caractéristiques. Il est gentil, il est beau, il est ceci, il est cela. Mais le jour où elle se retrouve devant cette personne, si ça se trouve, ça va rien lui faire du tout, alors que elle va complètement craquer pour le bad boy, le mec. Tu vois, il y a un côté, moi je trouve, dans la vente ou dans le marketing ou dans la psychologie de vente, où effectivement c'est complètement irrationnel, le coup de foudre, le coup de cœur. On sait très bien que c'est pas le cerveau qui parle, c'est le cœur. Donc il y a cet aspect qui, moi, me passionne, en tout cas en tant que copywriter aussi, comment tu fais pour opérer cette magie chez l'autre. Voilà. Mais la séduction, je crois que c'est un exemple que j'utilise très très souvent. Et d'ailleurs, c'est un domaine auquel je conseille de vraiment s'intéresser. Toi, même si tu es maqué, je sais pas, tu as 50 piges, tu es maqué jusqu'aux dents, tu as 3 gosses, tu es heureux, tout ça. Comment tu le sais? Non, j'ai pas 50 piges, mais j'ai 3 enfants, effectivement. Ouais, je pensais pas à toi, je parlais là. Voilà. Bon courage. Hein. C'est ça. J'ai 3 filles en plus, alors j'ai du boulot. Parle-leur de 2-3 trucs sur comment, par rapport à la séduction. C'est clair. Non, mais c'est un domaine auquel je recommande à tout le monde de s'intéresser. Parce que finalement, c'est le domaine le plus proche de la vente et de la persuasion du marketing. C'est exactement la même chose finalement. Tous les mécanismes sont exactement les mêmes. Les nanas, moi j'adore les taquiner avec ça, quoi. Parce que c'est un truc, le cerveau humain, il est fait de cette manière-là, depuis la nuit des temps. Et c'est programmé, quoi. J'avais pris cet exemple-là dans un argumentaire de vente d'une formation où j'expliquais tout ça, qui s'appelle marketing magnétique. Et hop, je fais un peu de pitch, ça c'est fait. Où je parlais je prenais l'exemple de mon chat. J'étais parti là-dessus. Toi, mon chat, il n'a plus besoin d'aller chasser dans le jardin. Je lui file des croquettes tous les jours. Il vit à l'intérieur, il va dans le jardin quand il veut, mais il va quand même continuer à chasser les souris, alors qu'il n'a pas besoin de manger. Pourquoi? Parce que c'est programmé dans sa nature depuis la nuit des temps. La psychologie des gens et le cerveau des gens n'évoluent pas. Les nanas, c'est pareil. Pourquoi elles vont toujours craquer pour le bad boy? Systématiquement, même si, comme tu le dis très bien, quand elles vont discuter avec leurs copines, elles vont chouiner parce que la dernière fois, elles sont sorties avec un gros connard qui les a rendues malheureuses, qu'il leur faudra un mec gentil, un mec ceci, un mec cela, sauf que jamais elles vont être attirées par ce mec-là. Pourquoi? Parce que depuis la nuit des temps, depuis l'époque où c'était important pour elles, elles cherchent un mec fort, protecteur, plein d'assurance. Parce qu'il fallait les protéger du mammouth ou je ne sais pas quoi, qui se baladait dans le jardin à l'époque. Voilà. Maintenant, elles n'ont plus besoin de ça. Limite, elles n'ont plus besoin de mecs du tout, quoi.
Ouais, Voilà. ça, c'est un autre problème. Du coup, Voilà, ça, plus besoin bon, de c'est mec. encore autre chose. On va pas aller jusque-là. Moi, je laisse le débat à d'autres. Ouais, tout à fait. Voilà. Mais elles vont toujours avoir dans leur psychologie des choses qui vont les faire tomber vers ce genre de mecs. Et c'est pour ça que les mecs qui arrivent, qui sont super confiants en eux, super sûrs d'eux, d'ailleurs, toi, je sais pas, tu as striké 3 meufs la semaine d'après, toi, tu es tellement confiant que du coup, la quatrième, elle tombe toute seule. Juste parce que tu es bien dans ta tête, tu es en confiance. Quoi. Rien que ça. Enfin voilà, je sais pas, beaucoup de personnes ont eu ce genre de période dans leur vie. Quoi. Puis après, tu peux te rendre compte, d'ailleurs, si ça fait un petit moment que tu es maqué ou machin, que tu te remets un peu dans le game de la séduction, que tu n'as plus la mécanique, tu n'as plus l'assurance, tu n'as plus le machin, et du coup, c'est plus dur. Jusqu'à ce que tu te remettes bien. Enfin, bref. Ouais, c'est un peu un sport en fait. Hein. La drague, la vente, pour moi, c'est le copywriting, c'est un sport. Hein. Ouais. Ouais, faut pratiquer régulièrement pour être en confiance. Quoi. D'ailleurs, c'est un truc dont on parle jamais. Moi, le premier, j'en parle pas assez dans mes contenus, dans mes trucs. Mais c'est un truc fascinant, je trouve. À quel point la confiance joue quand on fait de la vente. Sans parler de toutes les techniques de persuasion. Mais si tu te sens bien, toi, si tu te rends compte, moi je le remarque des fois, toi, j'ai plutôt tendance à bosser tout seul un peu dans mon coin, enfin toi, avec mes clients dans l'ombre, toi, je suis pas du style à aller dans les événements ou des choses comme ça, je fais jamais. Mais quand je vais être exposé, je sais pas, je donne un coaching à un client et puis qui va, enfin toi, et puis il y a vraiment un truc qui est ressorti de notre travail, cette personne-là a franchi des paliers de vente. Enfin voilà, je sens que je l'ai vraiment aidé. Ou comme je fais des fois, j'organise 1 ou 2 fois dans l'année une semaine copywriting avec des clients. Pendant une semaine, voilà, on va faire du copywriting, des mailings, de la stratégie, des pages de vente, etc. Donc tu te retrouves finalement avec des gens qui te disent putain, t'es trop bon, ouais, tu m'aides trop. Enfin toi, ce genre de conneries quoi. Et finalement, ça te rebooste tellement en confiance que j'ai systématiquement remarqué que les deux mois suivants après avoir fait ce genre d'immersion avec mes clients, je vais vendre comme un ouf. Alors que bon, voilà, le copywriting, le marketing, je m'y intéresse depuis des années et des années. Comme quoi, rien que la confiance en soi a un impact énorme. Toi, tu sais que tes méthodes marchent. Tu le sais, mais là, le fait qu'on te le dise tellement, Ça te rebooste. je sais pas, ça va faire que tu vas. Là encore, c'est complètement contre-intuitif. C'est comme toi, les nanas en séduction, c'est comme la vente, c'est comme tout. Tu vas naturellement être beaucoup plus assuré quand tu vas pitcher tes trucs. Tu vas clairement plus facilement disqualifier les gens, faire du marketing négatif, faire de la répulsion. En gros, pour schématiser à l'extrême, leur dire ouais, j'en ai strictement rien à foutre si tu achètes, mais en tout cas, sache que c'est là et que tu peux avoir, voilà, ça peut t'aider à faire ça. Et du coup, le fait, et c'est exactement comme en séduction, du coup, tu ne parais pas needy, tu parais pas être en chien de vente, Ouais, tu parais clairement. pas être en chien d'argent. Et les gens le ressentent à fond. Exactement comme une nana va ressentir le mec avec toi qui baffe pas devant elle, qui est pas en chien voilà, de faire une partie de Scrabble à 23h dans un pieu. Ouais, tout à fait. C'est comme si le mec avait marqué j'ai faim sur son front et Voilà, exactement. Ça, euh, là encore, tu vois, on rentre dans finalement, et c'est à la limite, si j'arrive à faire passer cette idée-là pour juste quelques personnes qui vont me regarder, c'est top parce qu'ils vont s'intéresser au truc d'une manière complètement différente. C'est finalement quoi? C'est juste de la psychologie humaine. La vente, c'est de la psychologie humaine. Le marketing, c'est ça. La persuasion, c'est ça. Le copywriting, c'est ça. C'est simplement prendre en compte la psychologie humaine pour présenter des trucs qui peuvent aider les gens à résoudre leurs problèmes ou à obtenir ce qu'ils veulent. donc pour toi, si j'ai bien compris, la psychologie humaine, c'est plus important que les techniques pures d'écriture dans le copywriting. Clairement. Alors, forcément, plus tu vas creuser les techniques de copywriting, enfin surtout les principes, voilà, la façon d'enchaîner une page de vente, la façon de présenter tes bénéfices, de montrer aux gens que tu comprends leurs problèmes, de détailler leurs problèmes, de leur montrer les fausses solutions, pourquoi elles ne fonctionnent pas. Plus tu vas savoir susciter la curiosité, ça c'est peut-être le point numéro 1 pour vendre, rendre irrésistible d'acheter rien que parce que les gens se disent mais putain, qu'est-ce qu'il a voulu mettre, quel est le secret qui se cache derrière cette puce promesse-là? Ça, c'est une tuerie. Oui, tout ça, ça va énormément t'aider. Mais le nombre de fois où on a vu tous des gens qui sont finalement pas bons en technique marketing pure, en copywriting, bien vendre et monter des gros business, alors que tu vas avoir des copywriters, dont c'est censé être le boulot,
qui vont prendre le projet d'un client et qui vont beaucoup moins vendre. Pourquoi? Pourquoi finalement? C'est que la personne, peut-être qu'elle n'est pas douée en marketing, elle n'a pas appris le copywriting autant que d'autres, mais elle a la compréhension de ce qui se passe dans la tête des gens. Elle sait vraiment ce que veulent ses clients idéaux. Et même si elle ne sait pas techniquement bien le mettre avec une super accroche, les super puces promesses, bullet points, la structure en X points qui va rendre le truc fluide, elle parle aux gens presque inconsciemment, sans le savoir, même sans le faire parfaitement, de ce qui se passe vraiment dans leur tête, de ce qu'ils veulent, de ce que ça peut changer pour eux. Et du coup, le truc, il marche nettement mieux. Alors, c'est sûr, si tu ajoutes les techniques par-dessus, là, tu démultiplies encore les résultats. C'est aussi pour ça qu'on voit des gens monter dans leur coin sur des thématiques, des fois complètement what the fuck, où tu te dis, mais merde, comment c'est possible de monter un business tel, c'est clair, comme ça? Tu les vois vraiment réussir, alors que finalement, leur marketing, il est pas ouf. Alors qu'à côté de ça, tu as des gens qui vont… mais c'est juste qu'ils connaissent pas suffisamment leurs clients idéaux, leur motivation profonde, ce qui les fait vraiment passer à l'action, ce qui est vraiment important pour eux. Ils savent pas parler leur langue, finalement, utiliser les mots qu'ils utilisent au quotidien. Ils savent pas rejoindre la conversation qui se passe déjà dans leur tête et simplement la détourner, la guider vers la solution qu'ils ont à vendre. Alors ça rejoint un peu moi ce que je pense aussi là-dessus sur les techniques d'écriture, etc. C'est que alors ici à Red de Rédac, j'ai eu des stagiaires, j'ai eu quelques stagiaires et j'ai remarqué dans le lot, il y avait quelqu'un par exemple qui avait postulé et qui avait eu mention très bien un bac littéraire, tu vois. Et je me suis dit bon super, la personne ne fera aucune faute d'orthographe, machin, ça sera nickel. Donc je vais voilà, c'était au tout début où je me suis lancé, donc je l'apprends. Mais par contre, en technique d'écriture, c'était zéro. Enfin, elle avait, au niveau technique de vente, elle faisait un français littéraire, elle écrivait littéraire, tu vois, avec des belles phrases, etc. Mais au niveau efficacité du copywriting, c'était zéro. Donc, c'est pas de sa faute, hein, c'est simplement qu'elle était câblée comme ça. Et à contrario, après, j'ai aussi des personnes qui ont eu un bac S, tu vois, des scientifiques. Et je me suis aperçu, c'est marrant, mais que les scientifiques, ils étaient beaucoup plus forts pour vendre, pour comprendre en tout cas, la psychologie en fait, et qui même s'ils n'étaient pas super doués pour la maîtrise du français, tu vois, il y avait des meilleurs résultats. Ça ne m'étonne pas du tout. Alors vraiment pas. Parce que le cerveau de quelqu'un de scientifique, je suppose, va être plus rationnel et donc va plus se poser et voir le truc comme une équation à résoudre. Voilà. Quel est le problème des gens? Ils vont avoir un côté plus analytique là-dessus. Comment je peux présenter les trucs de façon logique? À la limite, même s'ils connaissent pas trop bien les structures de copywriting au départ, ils vont prendre le truc différemment, quoi. Parce que finalement, ce qu'on vend, ça reste une équation à résoudre avec des variables qui sont différentes en fonction des gens, en fonction de ton client idéal. C'est une variable en fonction de ton positionnement qui va être différent de celui d'un de tes concurrents, en fonction de l'offre que tu as à vendre, en fonction de… Enfin, toi, tu as tout plein de variables. Et ce que tu as à vendre, c'est une sorte d'équation avec avec des variables. Et là, tu te poses et tu réfléchis, tiens, voilà, tac, 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 tac. Alors qu'à côté, le nombre de fois où on voit des gens qui sont effectivement très bons à écrire, mais c'est presque, c'est pour eux que c'est le plus dur. Tout simplement parce que le rédiger pour convaincre, rédiger pour vendre, c'est absolument pas pareil que de la rédaction académique, comme ce qu'on nous apprend à nous faire lire du Malraux ou ce genre de truc. Moi, je suis toujours traumatisé du Malraux au lycée. Ah bon? J'ai pas lu le bordel, mais voilà, t'es pas là pour faire du Malraux ou du Baudelaire. T'es pas là pour bien écrire. Enfin voilà, les premiers trucs que tu apprends quand tu t'intéresses un minimum au copywriting, c'est écrit de façon à ce que même un gamin de 8 ans ou un chimpanzé, enfin, écrit comme si même un gamin de 8 ans ou ta grand-mère puisse comprendre, même si elle connaît rien du tout au sujet. Donc, tu mets pas de jargon, tu fais des phrases courtes, des phrases simples. Adresse-toi au cerveau chimpanzé des gens. Il était de là, le chimpanzé. En avance. Voilà, c'est les bases, c'est les premiers trucs que tu apprends en persuasion, en écriture pour vendre. Alors forcément, quelqu'un qui a un cursus littéraire, elle est obligée de… Mais c'est même pas que les gens qui ont un cursus littéraire, tu l'as vu encore plus de fois que moi probablement. Voilà, si tu as bossé avec des stagiaires ou des trucs comme ça. En fait, on est obligé de désapprendre à écrire. Ouais, carrément, déconstruire ce qu'on a appris. Ouais. Voilà, c'est mieux dit, ouais, merci. Déconstruire ce qu'on a appris pour prendre des nouveaux réflexes, des nouvelles mécaniques.
Ouais, et donc du coup, moi, ça m'amène à la question de... Alors, on a parlé tout à l'heure, tu sais, de la drague, etc., du côté bad boy. Est-ce que toi... Alors, ça vient de toi, le marketing de répulsion, c'est quelque chose... Est-ce que je drague en mode bad boy? Oui, c'est possible. C'est marrant, je m'en doutais un peu, en fait. Bah, quand tu as de telles armes à ta disposition, il faut dire que tu serais un peu con pour les utiliser. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Bref, Est-ce que... Hein? je dis bref, c'était quoi ta question? Ouais, par rapport au marketing de répulsion, toi, c'est quelque chose que tu exerces, que tu pratiques, que tu conseilles? Je l'exerce, je le pratique, je le surpratique, je le sous-pratique en même temps. Je dis que je surpratique et je le sous-pratique, je le surpratique parce que j'en fais beaucoup. Et déjà, est-ce que tu peux expliquer pour les gens qui nous regardent ce que c'est en fait? Marketing de répulsion, ça correspond à un principe d'influence qui est un des plus puissants qui existent au monde, qui est complètement contre-intuitif comme beaucoup de choses. C'est que le meilleur moyen que les gens te disent oui, c'est de tout faire pour que c'est de tout faire pour qu'ils te disent non finalement. Tu vas chercher à dire voilà, ça c'est pas pour toi si tu es dans le tel cas. C'est pas pour toi si, c'est pas pour toi si, c'est pas, ça va pas t'aider si t'es pas capable de machin ou si tu penses que, enfin voilà. Et finalement, voilà, c'est contre-intuitif, mais tout faire pour que quelqu'un nous dise non, c'est pareil avec les nanas d'ailleurs. Non, tu devrais pas sortir avec moi, tu devrais plutôt sortir avec ce mec-là, il est plus pour toi. Parce que machin. Ça, je Non, l'ai tu vas déjà pas constaté. traverser l'Europe pour t'installer avec moi. Parce que tu as ta villa, tu as tes copines. Voilà, simplement faire ça, je sais pas comment expliquer ça en termes de mécanisme psychologique. L'attrait pour l'interdit aussi. Tu as ça, mais pas que. Ouais. C'est une partie de la réponse, mais à mon avis, c'est beaucoup plus profond que ça. Ça t'oblige presque à te qualifier ou à faire tes choix. Enfin, tu vois, ah ouais, c'est pas pour les gens qui sont comme ça. Ouais, effectivement, je suis pas comme ça. Moi, je suis pas de ceux qui achètent toutes les formations, par exemple, et qui n'appliquent jamais rien. Ah, moi, je suis pas dans ce cas-là non plus. Ah, je suis pas dans ce cas-là. Ah, finalement, ce qu'il est en train de me dire, c'est que le truc, il est clairement pas pour tout le monde, mais que moi, je suis pile dans le tout petit pourcentage de ceux pour qui c'est. Enfin, c'est juste une façon d'expliquer le marketing de répulsion. Il y a plein d'autres principes qui se mélangent là-dedans. Mais rien que ça. Tu es en train de leur montrer que tu n'es pas en train de vendre des tapis à tout le monde et que ton tapis, en fait, il n'a rien de magique. Donc, du coup, toi, ton produit, il a plein de défauts. Il n'est pas capable d'aider telle personne, telle personne, telle personne, telle personne. Donc, du coup, déjà, tu es infiniment plus crédible. Ça rejoint le principe d'exhiber le squelette en persuasion, c'est-à-dire de partir du défaut de ton produit. Ah, c'est une formation en vidéo, mais c'est enregistré à l'arrache, il n'y a pas de slide, il n'y a pas de machin. Par contre, voilà, simplement avouer une faiblesse rend tout ce que tu vas dire derrière beaucoup plus crédible. Le cerveau, du coup, des gens va se dire ah ouais, effectivement, là, il cherche pas à vendre à tout le monde. T'es plus dans de la vente en fait. Tu fais tout l'inverse. Tu es en train de faire postuler les gens quelque part. Soit directement en faisant ça c'est une autre façon de faire du marketing de répulsion. Vraiment les obliger à ce que ce soit eux qui limite fassent des choses pour que tu les acceptes comme clients. Tu acceptes leur argent, tu acceptes de leur vendre le truc. Et ça renverse toute la psychologie exactement comme il faut faire en séduction. Où justement, voilà, pour revenir toujours à ce thème-là, au lieu d'être un mec de plus qui va essayer de dragouiller sans savoir le faire, cette nana-là qui est hyper sollicitée et devant qui tous les mecs bavent, bah non, au contraire, tu es celui qui n'est pas impressionné, tu es celui qui comprend bien. Qui est détaché aussi. Qui est détaché du résultat, ça c'est fondamental, qui n'est pas needy. Et en gros, tu sais que c'est toi le prix. C'est à elle de te gagner, et pas l'inverse. Rien que de faire ça, ça va complètement déstabiliser la nana qui est habituée à voir 99 fois sur 100 des mecs qui sont comme ça devant elle, quoi. Donc, du coup, même si tu sais faire que ça, elle va s'intéresser à toi. Alors que les autres, elle va même pas les considérer. En vente, c'est exactement la même chose. Les gens ressentent tout ça. Ouais, effectivement. Et donc, toi, par exemple, en fait, le meilleur moyen de vendre, c'est de faire de l'anti-vente.
de faire de l'anti-vente. Toi, tu le fais assez régulièrement. Dans ta newsletter, par exemple, alors moi, je suis abonné à ta newsletter et souvent, tu fais de l'infotainment, c'est-à-dire que tu informes les gens sur ce qu'est le copywriting, mais vraiment de façon homéopathique et surtout, à chaque fois, c'est servi par une histoire, c'est servi par une anecdote, c'est servi par quelque chose qui va déjà mettre la personne qui te lit dans une émotion on se fait raconter une histoire, quoi. Ouais. Je fais ça pour 2 raisons principales. La première, c'est que les gens, ce qu'ils cherchent, c'est pas de la valeur pure. Si tu peux leur dire, tiens, voilà comment gagner ta vie sur le web, voilà comment vendre 20 fois plus de produits, en mode tuto, dans un long article de 2000 mots imbuvable, où tu vas tout leur dire. Déjà, le truc, c'est que les gens ne valorisent pas ce qui est gratuit. S'ils ne payent pas, ils ne vont pas l'appliquer, donc ça ne sert à rien. Ça, c'est super important ce que tu dis, et je te coupe juste 2 secondes, c'est pour les gens qui nous regardent, c'est effectivement les choses qui sont gratuites n'ont pas de valeur aux yeux des gens, alors que ça peut être votre meilleure formation. Voilà. Tu peux donner une carte au trésor aux gens ou le GPS pour réussir et atteindre tout ce qu'ils veulent. Si tu leur donnes, s'ils investissent pas d'eux-mêmes pour l'avoir, ils ne le valorisent pas, donc ils ne vont pas l'utiliser. Aussi simple que ça. C'est pour ça qu'on n'a jamais vu personne qui connaît même le cousin de la grand-mère d'éventuellement quelqu'un qui aurait vécu et qui aurait cartonné juste en se formant gratuit. L'infotainment, ça te permet de contourner ce problème-là. Si tu envoies du contenu indigeste en mode « je te forme gratuitement » tous les jours, très vite, les gens n'ouvrent plus parce que c'est saoulant. Qui a envie de regarder des documentaires techniques ou lire? C'est comme si, toi, tu donnais aux gens, tu proposais aux gens de lire un manuel technique tous les jours. Très vite, non. Qu'est-ce que tu as envie? Tu as envie de te foutre sur Netflix, tu as envie de regarder quelqu'un qui te fait marrer, tu as envie de passer un bon moment. D'où l'idée de faire de l'infotainment. Mélanger information, mais à petite dose, et divertissement. C'est ce que veut dire infotainment, finalement. Et en faisant ça, tu fais passer un bon moment aux gens. Si tu vois, tu es celui qui arrive dans la boîte mail des gens et qui leur fait passer un bon moment. C'est pas forcément en étant drôle. Des fois, ça peut être en étant trash, choquant. Moi, je suis assez, c'est un peu ma personnalité, donc je vais le faire comme ça. Des fois, c'est simplement une métaphore ou un exemple un peu décalé, toi, truc qui contraste avec ce qu'on a l'habitude de voir. Les gens finissent par ouvrir tes mails juste parce qu'ils vont se dire, mais attends, qu'est-ce qu'il va encore nous dire aujourd'hui? Et déjà, là, voilà, tu viens de te créer des fans, des personnes qui vont te suivre tout le temps, juste parce que c'est toi, finalement, juste parce que tu leur fais, t'es un des rayons de soleil dans leur journée. Et voilà, déjà, si les gens consultent tous tes contenus, tu as bien plus de chances de vendre derrière. Donc ça, c'est une des raisons de faire ça. Et l'autre truc, c'est que de donner de la valeur, de tout dire aux gens, voilà quoi faire et surtout comment le faire, ça ne vend pas. Si tu donnes tout en gratuit aux gens, il y a énormément de formateurs en marketing qui donnent ce conseil, qui est le pire, je crois, qu'on puisse suivre quand on fait du marketing. Si tu dis aux gens quoi faire et comment le faire, qu'est-ce qu'ils s'achètent derrière? Non seulement tu sais qu'ils ne vont pas utiliser l'information parce que tu leur as donné gratuitement, mais en plus, tu leur as tout donné. Donc, qu'est-ce que tu leur vends derrière? Pourquoi ils achèteraient chez toi? Les gens, c'est clair, ils vont t'envoyer plein de mails. Tu vas voir. Si tu veux, toi, si tu bosses en marketing, si tu as une activité, tu veux plein de likes sur Facebook, à part mettre une vidéo de chat ou un truc rigolo, ou voilà, tu fais un contenu, un post, où tu donnes tout aux gens. C'est clair, tu vas avoir 200 likes. Ce que tu vas faire en vente, que dalle. D'accord, ça, tu l'as constaté déjà. Toi, tu l'as déjà constaté toi-même? Moi, je le vois plein de fois, des gens qui font ça. Ouais. Au début, j'ai fait la connerie comme tout le monde. De donner beaucoup trop de valeur. Honnêtement, c'est un des plus gros déclics que j'ai eu et j'ai commencé à exploser mes résultats ou ceux de mes clients quand j'ai enfin compris ça. D'accord. Donc, toi, ce que tu préconises plutôt, c'est un petit peu comme au restaurant. C'est-à-dire que si tu as le serveur qui arrive avec non pas une petite coupelle de cacahuètes, mais qui arrive avec un bol de cacahuètes et puis vas-y, il te gave et tout, après, quand tu arrives la carte, tu n'as plus faim, quoi. C'est un peu ça. Voilà. C'est ça. Ok. En fait, tu veux leur donner. Ouais, tu veux bien faire en même temps. Tu veux bien faire. Oui, non, mais là encore, on revient sur de la psychologie. Notre psychologie nous pousse à faire ça. On se dit, si je leur donne tout ça, ils vont se dire, waouh, c'est génial. Donner pour recevoir, on se dit, hein. C'est ça, quoi. C'est génial. Ils vont, voilà. Mais ouais, tu vas recevoir plein de mails de remerciements.
ouais, tu vas être perçu comme le mec le plus sympa du monde. Mais finalement, ça revient exactement au cas du mec que les nanas adorent, mais t'es le meilleur ami et puis jamais plus. Qui sort pas de la boyfriend, quoi. La friend zone. Voilà, c'est exactement la même chose. Exactement la même chose. Pour reprendre ton histoire de cacahuètes, là, j'aime bien. Ce que tu veux leur donner, c'est quelque chose qui a le goût d'un hamburger, qui est savoureux comme un hamburger, mais qui les nourrit comme un brocoli. Tu as un petit peu de teasing. Tu leur parles, en fait, la formule, elle est simple. C'est tu leur dis quoi faire, mais pas comment faire pour résoudre leurs problèmes, pour obtenir ce qu'ils veulent. Et après, tu vas susciter la curiosité à mort sur le comment. Donc, tu vas être à la fois extrêmement spécifique sur le problème que tu décris, mais très vague sur la solution, et faire ça. Donc, bien développer le quoi faire, mais pas le comment faire techniquement. Et après, tu t'injectes un maximum de curiosité. Cette technique-là, c'est quelque chose que j'ai découvert dans un vieux bouquin j'en sais rien, c'est une technique qui était aussi utilisée aussi bien par les rois de France que par les personnes qui ont réussi à négocier des deals avec la NASA, je dis n'importe quoi, mais c'est juste le principe de persuasion. C'est aussi quelque chose que tu as pu voir utilisé dans la dernière campagne qui a permis à Macron, qui était pourtant pas connu il y a 2 ans, d'avoir 70 couvertures de magazines et d'être propulsé par les dirigeants des multinationales, alors que finalement, plus personne ne voulait ni de la gauche ni de la droite. Cette technique-là, je t'en parle en détail dans le module 4 de la formation machin. Ouais, ça, je l'ai beaucoup pratiqué, ça, tu sais, cet aspect de dire page 22, vous découvrirez l'astuce pour rénover le cuir de vos chaussures tout en ayant, tu vois, avec… Ouais. Les gens adorent ce qui est spécifique. Tu vois, c'est comme quand tu dis 78,2% des gens, parce que ça vient d'une étude, où ça peut te faire gagner, j'en sais rien, moi, 3h12 par semaine. Tu vois, le spécifique est beaucoup plus convaincant que les trucs, voilà, les nombres ronds ou les trucs un peu vagues. À la louche, quoi. Les trucs à la louche, quoi. À la louche. Mais c'est vraiment pas le plus important, honnêtement, dans ce que je viens de dire, à mon sens. Ce qui est vraiment important, c'est de jouer à fond sur la curiosité. On pourrait croire que ce qui fait le plus passer les gens à l'action et acheter, c'est ce qui nous intéresse le plus. Qu'est-ce qui nous intéresse le plus dans la vie? C'est les trucs qui nous intéressent. Ça paraît con comme phrase. Mais tu vois, si tu veux être intéressant dans une discussion, si tu veux, je sais pas, te faire des amis, de quoi tu vas parler aux gens? De leur passion à eux, de leurs problèmes. Toi, tu vas les écouter. Tu vas les écouter. Et ça, c'est un conseil que j'avais vu dans Comment se faire des amis de Dale Carnegie qui disait quand tu passes ta soirée à écouter quelqu'un, il y a de fortes chances pour qu'au sortir de cette soirée, cette personne parle à sa femme, dise putain, il était captivant ce mec. Alors que toi, t'as pas dit un mot, mais t'as simplement écouté ce qu'il disait, quoi. C'est fou, hein. Exactement. Psychologie humaine, once again. Ouais, c'est clair. Mais voilà, si j'étais sur quoi? Attends, j'ai perdu le fil. Sur la curiosité, le teasing et le fait de susciter le désir. Ouais. Ce qu'on croit, donc, ça va être que ce qui vend le plus, c'est ce qui intéresse le plus les gens. Mais en fait, donc du coup, alors il y a de ça. C'est pour ça que c'est aussi important de parler aux gens de leurs problèmes, de se mettre dans leur pompe, de montrer que tu les comprends, de leur parler de leur vie, du contexte. Voilà, tu fais peut-être cette erreur aussi. La dernière fois que tu as voulu pécho au bar vendredi dernier, il s'est passé ça. Enfin voilà, c'est hyper important. Forcément que c'est hyper important. Mais ça ne vend pas autant que la curiosité. La curiosité, c'est le déclencheur d'action et d'achat ultime. D'ailleurs, je ne sais plus dans quel bouquin c'est, mais c'est Gary Albert, peut-être considéré comme le meilleur copywriter de tous les temps, qui à l'époque est le mentor d'un mec qui est franchement pas le pire des copywriters et des marketeurs. C'est une légende, ce mec, John Carlton. Il lui file une vraie leçon en demandant à Carlton, justement, selon toi, qu'est-ce qui fait que les gens achètent le plus? Premier réflexe de Carlton, alors c'était en anglais, voilà, to go after their self-interest. Donc, leur parler de ce qui les intéresse, eux, de leur passion, de leur vie, machin. Du tac au tac, l'autre lui répond, Gary Albert lui répond, non, c'est la curiosité. Tu veux que tu fasses en vidéo, en mail, en page de vente, en hologramme, en fusée, en ce que tu veux que
que les gens se disent putain, c'est quoi la technique là dont avec lequel, c'est sûr, il tourne autour du pot, il en parle. Putain, c'est quoi le secret? C'est quoi le truc? Comment il fait? Comment je peux faire? C'est ça qui va le plus. À partir du moment où tu leur as parlé de leur problème, tu leur as montré, toi, tu l'as amplifié le problème, tu le mets bien, tu as rejoint la conversation qui se passe déjà dans leur tête, tu l'as rendu encore plus présent le problème, donc ils veulent vraiment le résoudre, ils veulent vraiment obtenir le résultat. Et là, tu leur parles de la solution, mais sans jamais la dévoiler totalement, de façon à ce que ça soit impossible de savoir ce que c'est tant que tu n'as pas acheté. Ça, voilà, c'est une technique de copywriting parmi d'autres, mais c'est le levier de vente le plus puissant qui soit. Ouais, d'accord. La curiosité, donc le levier le plus puissant selon toi, et je te rejoins là-dessus d'ailleurs. Non, là, c'est pas selon moi, hein, c'est. Ouais. C'est selon notamment Gary Albert, enfin les plus grands. Même pas selon Gary Albert, mais c'est du bon sens. C'est du bon sens, c'est de la logique, c'est juste une vérité universelle. Pose-toi la question, combien de fois tu as acheté quelque chose juste pour répondre à ta curiosité sur un cas comme ça? Que ce soit toi, Robert, ou que ce soit toi qui nous écoutes. Ouais, Tu as déjà acheté une formation, un livre, quelque chose. Voilà. Est-ce que tu n'as pas déjà fini une nuit à 4 heures du matin parce que tu étais accroché par une série et au dernier moment d'une épisode, forcément, ils font ça bien pour te rendre accro, ils finissent sur un gros cliffhanger, toi, une grosse scène où il se passe un début de révélation, mais forcément, ça s'arrête net. Et tu te dis, putain, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Qu'est-ce qui se passe juste derrière? Et du coup, plutôt que d'aller te coucher alors que tu dois te lever le lendemain matin, tu te remets un épisode jusqu'à te retrouver à la fin sur encore un cliffhanger et d'enchaîner épisode sur épisode et à 4 heures du matin, tu es encore dessus. Pourquoi tu vas terminer un bouquin ou un film qui est pourtant pas top, donc tu connais, donc tu peux pourtant suspecter comment ça va se finir? Pourquoi tu vas jusqu'au bout? Parce que le cerveau humain est câblé pour savoir ce qui va se passer, comment l'histoire se termine. Il peut pas rester sur une question. Curiosité. Tu veux avoir la réponse. Tu veux avoir la réponse. Et donc, tu sais, quand je faisais, moi, du mailing papier, ce que je faisais toujours en bas de page pour que les gens tournent, parce qu'on perd beaucoup de monde, en fait, sur la fin de la première page, c'était de finir systématiquement au bout de la ligne par une phrase coupée, mais là où tu as envie de savoir ce qui va se passer. Et là, tu obliges les gens à tourner la page. Et c'est un peu ce que tu nous dis, c'est-à-dire que de jouer, de titiller la curiosité, d'aller chercher vraiment à susciter la curiosité, c'est intenable en fait pour la personne. Elle peut pas rester dans un état de tension émotionnelle. Elle doit savoir ce qui va se passer. C'est le mot, c'est intenable. Tu veux arriver au point où finalement, tu vois, quelqu'un lit ton mail papier, regarde ta vidéo de vente, lit ton mail, ta page de vente, etc. Peut-être qu'ils vont pas acheter de suite, ça arrive. Mais ils vont y penser dans la journée, ils vont dire, merde, c'est quoi le truc, c'est quoi le secret, c'est quoi la façon de résoudre ça, c'est quoi la façon détournée dont ils parlent, voilà, le truc obscur, dont ils dévoilent pas vraiment, voilà, qui permet d'obtenir ça. Ça leur reste dans le crâne. Et voilà, le cerveau est comme programmé pour tout faire pour avoir la réponse. C'est ça que tu veux obtenir, c'est ça qui fait vendre. Est-ce que toi, c'est ce qui fonctionne le mieux en vente de tout. Quand toi, Greg, tu rédiges une page de vente, bon, tes pages de vente, elles sont consistantes, elles sont longues en général. Et comment tu fais pour t'arranger pour susciter justement que la personne aille jusqu'en bas de ta page? Est-ce que tu utilises cet effet cliffhanger dans l'écriture? Pas forcément. Ça m'arrive, forcément, mais pas systématiquement. En fait, le truc, c'est à force d'avoir étudié le copywriting, la persuasion, toi, tu apprends les fameuses structures voilà, les trucs logiques, tu sais que tu dois faire passer par telle étape, puis telle autre, puis telle autre, puis telle autre. Mais au bout d'un moment, c'est tellement… Ça paraît bizarre de dire ça, mais quand tu l'as fait 10 fois, 20 fois, 30 fois, plus jamais tu penses aux structures. Ça devient complètement intuitif. Je sais pas, comme si tu joues au ping-pong tous les jours un quart d'heure, bah forcément, ton bras, tu vois, tu vas penser à faire ton coup droit de telle manière ou à faire ton… J'en sais rien, enfin, toi, je te dis des conneries, mais le cerveau humain fonctionne comme ça. Au bout d'un moment, tu n'y penses plus. Ouais, ou comme quelqu'un qui a fait 15 ans de solfège et qui est devenu concertiste professionnel, il va pas commencer dans sa tête, ah bah tiens, ça c'est un fa dièse, il va pas décrypter voilà, tu dois faire les trucs naturellement. Ouais. Et après, en fait, le truc, la réflexion, elle est peut-être un petit peu différente. C'est qu'au bout d'un moment,
ta page de vente pour vendre tel produit ou tel truc, bah, c'est une équation spécifique avec des variables spécifiques qui est différente de ta page de vente d'avant ou de celle que tu as fait pour tel client la semaine d'avant sur telle thématique, qui est encore différente de ce que tu as fait pour un autre client sur une toute autre thématique. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est que tu ne peux pas appliquer des recettes toutes faites tout le temps. Non, les structures vont être là pour te guider. Tout ce que tu apprends sur la persuasion, le copywriting, c'est t'apprends le grammaire, le vocabulaire. Mais finalement, voilà, t'as beau parler, je sais pas, t'as beau connaître plein de mots en italien. Maintenant, je me suis installé en Italie là. Voilà, si tu sais pas faire une phrase ou tu apprends des phrases toutes faites, ça va pas t'aider parce que tu vas discuter avec ne serait-ce que la boulangère à côté. Voilà, si elle te dit n'importe quoi d'autre que ce que tu veux aujourd'hui et tu vas me demander une baguette ou combien ça coûte et puis 30 de la monnaie ou savoir si tu veux payer par carte bancaire ou en liquide, dès qu'elle va te parler d'autre chose, tu sais plus rien faire. Le truc, c'est d'apprendre à penser comme un marketeur, de prendre en compte la psychologie des gens à qui tu t'adresses par rapport à ton équation spécifique, les variables spécifiques de ton offre du moment. Et là, tu vas te dire, naturellement, plus tu as l'habitude de le faire, bah, c'est plus logique. Je dois vraiment les convaincre, par exemple, de ça. Si je les convainc pas que tel truc qu'on fait pourtant tous dans la vie ne fonctionne pas aussi bien que ce que je vais leur présenter derrière, bah, je vais pas vendre. Donc, tu sais que finalement, ça va peut-être prendre une place essentielle dans ton argumentaire. Et du coup, tu vas peut-être passer plus de temps là-dessus. Et la transition va se faire plus ou moins naturellement derrière. Parce que tu vas te dire, tiens, c'est comme si tu faisais ceci. Ou tu vois, comme on a fait tout à l'heure naturellement en discutant, c'est comme en séduction, toi, pour encore mieux illustrer, pour encore mieux prouver. Peut-être que tu vas te dire, à un autre moment ou dans un autre argumentaire, ce truc-là, il est peut-être pas aussi intuitif pour les gens. Ou il est plus dur à croire, c'est dur d'être crédible. Donc, du coup, dans ton équation spécifique sur ce moment-là, tu te dis, ah non, là, faut que sur cet argumentaire-là, il faut que j'apporte beaucoup plus de preuves. Donc, je vais peut-être regarder dans les études scientifiques si ça fait sens pour mon domaine à moi. Je vais peut-être chercher des figures de référence qui font ça. C'est la technique utilisée par IBM, j'en sais rien, n'importe quoi, toi. Alors, moi, ce que j'aime bien dire, c'est que les structures de pages de vente, telles qu'on les connaît, c'est un peu comme une maison. C'est-à-dire que tu as les murs de la maison, les grandes, voilà, l'ossature, etc., la toiture, et puis à l'intérieur, tu as la déco, et ça, c'est spécifique à chaque client. Tu peux pas faire la même déco pour tout le monde. Il y en a qui vont avoir un besoin, qui aiment bien le blanc, bah, tu ne remettras jamais de couleur, tu mettras que du blanc chez eux. Et ce côté, avoir une structure, c'est bien. C'est ce qui va te donner la rigueur et puis de savoir que tu es passé par telle et telle étape. Mais après, il faut s'en détacher, comme tu le dis. Et il y a une phrase de Picasso que j'aime beaucoup, qui dit apprendre les règles comme un pro et les briser comme un artiste. Ouais. Parce que tu sais, Picasso, c'était un peintre qui savait absolument dessiner de façon très concrète. Et à côté de ça, il s'est complètement lâché pour redevenir un enfant, pour réapprendre à écrire à dessiner comme un enfant. Et j'aime bien cette image. Ouais. Bah, puis tu as une double compréhension possible, justement, aussi par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur la façon d'écrire. Tu vois, tu sais écrire dans les règles de l'art en mode littéraire, mais là, tu apprends à faire des choses simples. Voilà, à revenir à la simplicité, ça c'est quelque chose qu'on n'a pas dit, mais c'est hyper important pour les gens qui nous regardent, c'est que en copywriting, il y a une valeur fondamentale, c'est la simplicité. J'ai fait exprès de dire une connerie, peut-être juste, mais pour pas rebondir trop directement sur le Picasso, parce que sinon les gens vont penser que j'ai un melon comme ça. Mais pour te dire, les tout meilleurs argumentaires de vente, et j'en ai fait je ne sais pas combien de centaines dans ma vie, ceux qui ont le plus vendu, ceux qui ont ramené le plus de cash, fait le plus de ventes en termes de nombre de clients, j'ai systématiquement cassé les règles dedans. Systématiquement. C'est notamment d'autant plus important quand les gens sont habitués à voir des argumentaires de vente sans arrêt. Comme sur nos thématiques à nous, voilà, le marketing. Il y a plein de gens qui se disent « Ah ouais, putain, je devrais me mettre dans le make money, gagner de l'argent, c'est tellement facile. » Oui, d'une certaine manière, parce que les gens veulent ça plus que beaucoup de choses. Mais quand tu y réfléchis, tu t'exposes aux gens les plus rompus à toutes les techniques marketing. Ils voient des argumentaires de vente tous les jours. Il y a tellement de formations ou de machins vendus dans ce domaine-là. Donc finalement, c'est plus dur de vendre à ces gens-là
que de sévir sur des thématiques où il y a quasiment pas de concurrence et où les gens sont pas du tout habitués au officiel marketing, entre guillemets. Ouais, c'est un peu comme à la pêche, j'ai l'impression. Alors moi, je suis pêcheur. Ça fait longtemps que je suis pas allé, mais je suis pêcheur et j'ai constaté que, Oh, ouais, mais j'ai déjà remarqué que les endroits hyper pêchés, tu pouvais essayer les leurres que tu voulais, les machins, c'était hyper compliqué de trouver vraiment le leurre qui va marcher. Et souvent, c'était les leurres qui venaient de sortir, qui étaient tout nouveaux, que le poisson n'avait jamais vu. Alors que tu peux aller, à contrario, dans un lac de montagne qui n'est absolument pas pêché, tu vas prendre le pauvre leurre que tu connais depuis 20 ans, la cuillère, tu sais, le truc basique, quoi. ouais, Et là, tu vas ramener de la truite. ouais, ouais. Voilà. Vraiment, Alors, le poisson qui s'est fait gauler là, avec l'hameçon dans la bouche, là, il va dire aux autres poissons qu'il s'est fait gauler comme ça. Comment, alors, lui, il va ça, peut-être pas. par contre, moi, je suis dans cette interview, c'est une question à laquelle je ne vais pas savoir répondre. Ouais, eh ben écoute, là-dessus, j'ai pas non plus la réponse. Ce que je sais en tout cas, c'est que celui qui sera fait gauler déjà comme ça, lui, c'est sûr que tu l'auras plus de la même façon la prochaine fois. Il le saura, Ah quoi. oui, ah oui, c'est sûr, clairement. Et bon, après, j'aime pas trop la métaphore en disant, c'est comme si les clients c'était un peu des poissons et voilà, mais il y a un côté quand même où on devient de plus en plus éduqué. Enfin, notre audience est de plus en plus éduquée aux techniques de vente, etc., comme tu le disais. Donc, effectivement, si tu fais la même chose que tout le monde, bah, t'es un parmi plein, quoi. Tout le monde se cherche à monter des projets, tout le monde cherche à vendre ses trucs, enfin, toi, en tout cas les gens à qui on s'adresse. Et finalement, que font, mais là encore, c'est le cerveau humain qui veut du facile, du rapide. On va se dire, tiens, je vais regarder ce que font les autres. Je vais faire la même chose qu'eux. Et c'est le meilleur moyen de galérer. Le meilleur moyen d'attirer l'attention, de se faire connaître, c'est d'amener quelque chose de complètement différent sur la table, ou d'en parler au moins complètement différemment. Ah, tu veux être la vache pourpre de cette godine, tu veux être le truc qui paraît être un martien, tu veux être le truc qui flash, tu veux être celui qui envoie un mail avec un titre où les gens se disent mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et du coup, tu cliques pour savoir ce qu'il y a derrière. Pareil quand tu fais une publicité. Si la différenciation, c'est le moyen le plus facile de monter un projet qui peut marcher bien plus vite au lieu de te contenter des miettes parce que tu as un énième clone, certes, qui peut peut-être faire des trucs bien, qui peut peut-être être pertinent, qui peut peut-être être capable de vraiment aider les gens. Mais si tu es une énième version parmi 200 qui existent déjà ou 2000, bah, tu vas forcément te contenter des miettes du gâteau. Alors que tu pourrais te créer un tout nouveau gâteau juste pour toi. En Alors, créant ton propre univers, ta propre catégorie, en n'étant pas comparable. c'est marrant parce que quand tu parles de côté un peu brillant, le côté qui scintille, tu vois, qui sort du lot, moi, ça me fait penser à un accessoire que j'ai, bon, voilà, dans mon bureau, c'est du fluo. Parce que le fluo, ça a l'air de rien aujourd'hui, mais quand c'est sorti à l'époque, c'était un truc, waouh, le fluo, quoi. Tu veux faire ressortir un truc, tu fluotes, et le truc, paf, il te pète à la gueule. Ouais, Et voilà, aujourd'hui, il faut être, j'ai envie de dire, soyez le fluo de votre thématique, en fait. Je sais pas ce que tu en penses, Greg, comme formulation, mais je trouve que c'est pas mal. c'est magnifique. Sérieux, ouais, ouais. Ouais, Moment très bonne poésie. métaphore. Très bonne métaphore. Je te la laisse parce que je ne vais pas te la piquer, sinon je serais plus fluo de mathématiques, mais ouais, non, joli. Ok, ça marche. Greg, pour conclure cette interview, j'aimerais que tu puisses nous dire un peu quelle est ta thématique, pardon, ton actu du moment. Ouais. Bah là, tu vois, après, je vais me faire un petit café, puis je vais m'en remettre à écrire des mails pour un client dont je prépare un lancement. Donc ton actu du moment, c'est me faire un café, c'est ça? Te faire un café. Ouais, ouais, histoire d'être en forme pour faire les quelques mails que j'ai à faire pour finaliser le lancement d'un client dont je me charge de tout le marketing, qui est pour la semaine prochaine. D'accord. Non, l'actu, en fait, ouais, non, pourquoi je réponds comme ça? C'est que moi, je fais toujours la même chose. C'est, je change, contrairement à peut-être pas mal sur toi qui sont formateurs, je vais simplement continuer à accompagner les clients avec qui je bosse, que ce soit ceux dont je me charge du marketing, à continuer à que ça marche bien de mieux en mieux. Les clients que j'accompagne en coaching, consulting, à ce que ça marche de mieux en mieux pour leurs activités. Je continue à partager dans une formation qui s'appelle la Marketing Master School, qui est une formation continue avec une formation papier que j'envoie aux gens, toutes les techniques dont on a parlé et puis des façons d'apprendre ça facilement, les façons d'utiliser ça concrètement, que ce soit dans des mails, avec des titres, avec comment créer un argumentaire de vente. Mais même au-delà de ça, surtout ce que j'essaye de partager, c'est comment penser comme un marketeur pro et comment creuser justement dans la psychologie des gens pour de plus en plus facilement
comprendre quels sont les trucs qui fonctionnent au-delà de juste apprendre des techniques. Parce que les techniques, finalement, tout le monde les connaît au bout d'un moment. Voilà, quelqu'un qui s'intéresse au marketing depuis un moment, qui a suivi 10 formations sur 2 ans, voilà, tu sais ce que tu as à faire, tu sais comment remplir ta mailing list, tu sais ceci, tu sais cela. Pourquoi, alors que tout le monde connaît les techniques, tout le monde n'a pas forcément des résultats? Bon, c'est au-delà du fait qu'il y en a qui appliquent rien, voilà, mais ça c'est encore autre chose. C'est que le plus important, c'est pas ça, c'est qu'est-ce que tu en fais des techniques. Voilà, revenir avec ton truc de Picasso là, voilà, sur comment t'appliques ça différemment, comment tu te différencies, tu utilises toutes les informations que tu sais sur tes clients idéaux, sur la psychologie des gens, sur comment on agit tous, pour à la fois créer des offres qui vont beaucoup plus s'intéresser les gens, et puis comment tu rends impossible de ne pas acheter tellement tu suscites de curiosité. Voilà, tout ce que tu as à faire finalement pour, du tout début, d'attirer l'attention des gens qui ne te connaissent pas, jusqu'à ce que les gens achètent encore et encore et encore chez toi, limite à chaque fois que tu vends quelque chose. Ça marche. Alors, pour les gens qui veulent s'inscrire à ta newsletter, ils font comment, par exemple? Alors, ils utilisent une technologie assez récente qui s'appelle… attends, c'est quoi le nom? Le fax, non? C'est ça, L'Internet, je crois. L'internet, le web, O-U-E-B, hein, c'est ça, le web. Ouais, c'est écrit comme ça, moi. Ouais. Ouais, je sais que tu l'écris comme ça. Vu que c'est nouveau, personne ne fait la remarque. Ils vont à un endroit qui s'appelle www.lifestylers.fr. Je mettrai le lien. Et puis, il y a un truc qui ne te promet rien, mais où tu peux t'inscrire pour recevoir mes mails chaque jour. Et puis, accroche-toi parce que des fois, je t'abîme un peu. Si tu vas voir que je vais un peu t'abîmer dans mes mails. Mais si tu veux apprendre à vendre, si tu veux voir la curiosité comme ça, je t'en fais une démo tous les jours. Et, c'est une sorte de masterclass en temps réel là-dessus. Super Greg. Écoute, j'étais vraiment ravi de faire cette interview avec toi parce que ça faisait un moment que je voulais la faire. On a eu l'occasion, j'ai revu le fil, ça fait presque un an en fait. Un an qu'on s'était dit on va faire cette interview. On a trouvé ce moment là, c'est cool. Je suis super content d'avoir parlé avec toi pendant une heure à peu près. C'est sympa. Et puis je te dis à très très bientôt et voilà. Enfin, allez, bon café et puis bon mail derrière. Yes, grave. Merci Robert. Ciao à toi et salut à tout le monde.